Quand tu vends une formation, tu n'es pas en train de vendre un plan de cours. Tu es en train de vendre un résultat. Tu es en train de vendre une transformation, aussi petite soit-elle, mais vraiment une transformation que tu vas amener dans la vie des gens, dans leur tête, dans leur façon de se comporter, dans leurs skills qu'ils vont pouvoir utiliser désormais. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on devrait mettre l'emphase. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si tu vends à un consommateur ou si tu vends à une entreprise, ta job de persuasion va être un peu différente, mais pas tant que ça. Parce que d'un côté, si tu vends à des entreprises, comme moi avec ma formation sur la persuasion, le résultat est souvent un peu plus clair. C'est-à-dire que ce que tu vas offrir à l'entreprise, c'est des compétences ou des connaissances qui vont lui permettre d'être plus efficace, de faire plus d'argent, name it. Les bénéfices sont évident. Quand tu vends à des consommateurs, par exemple, une formation sur le lettrage, je viens de m'acheter une formation sur le lettrage, d'où l'exemple, mais quand tu vends à des consommateurs une formation plus de passion, c'est un peu différent parce que le retour sur investissement n'est pas aussi clair. Il n'y a pas pour le consommateur tu vas faire plus d'argent si tu achètes ma formation sur le lettrage ou, je sais pas moi, tu vas pouvoir vendre tes lettrages. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'intéresser des gens qui ont une passion puis qui veulent vraiment, pour eux-mêmes, améliorer une compétence X ou Y. C'est super intéressant. Puis là, ce que ça nécessite, c'est vraiment d'aller dans cette passion-là, en fait, d'aller plonger dans ces émotions-là que ça nous fait vivre, d'être capable d'apprendre à maîtriser quelque chose de nouveau, à faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Puis aussi, surtout, je pense, puis c'est peut-être la job de plus qu'il faut faire avec le consommateur, on a beaucoup de craintes à défaire, qu'on n'a pas à faire avec les business, en tout cas, à mon sens, un peu moins. Parce que des fois, quand on vend une formation à un consommateur, il y a une espèce de peur de ne pas y arriver versus les entrepreneurs ont l'habitude, en fait, de se mettre dans des situations où ils sont pas bons, où ils ont de la misère. Fait que, tu sais, toute la petite rhétorique de « Ah, va falloir que tu travailles dur dans ma formation, mais tu vas y arriver », je veux dire, on l'a pas mal intégré là, en 2020 en tant qu'entrepreneur. Pour le consommateur, par exemple, c'est vraiment différent. Le niveau de conscience de cette audience-là, de cette tranche-là du marché, est beaucoup moins élevé. Il y a des gens que c'est peut-être la première fois qu'ils vont acheter une formation en ligne. Là. Si tu vends une formation sur le lettrage créatif ou sur apprendre à jouer de la guitare ou peu importe, c'est vraiment intéressant. Tu as un marché qui est beaucoup moins conscient de c'est quoi une formation, ce que ça peut lui apporter, etc., etc. Puis ce que ça amène, c'est une peur en lien avec le format lui-même. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir peur de ne pas apprendre pour vrai. Ils vont dire, est-ce que je vais vraiment être capable de faire du lettrage créatif après avoir fait cette petite formation en ligne-là? T'sais. Un autre point qui est hyper différent quand tu vends à un consommateur ou quand tu vends en B2B, c'est que quand tu vends en B2B, c'est très difficile d'avoir l'attention de la bonne personne. En fait, bien souvent, c'est un employé qui va tomber sur ta formation, qui va se dire « Oh my God, c'est vraiment ça coche, je veux cette formation-là, je pense que ça va m'aider dans mon travail, etc. » Mais là, tu as un problème parce que l'employé, c'est pas lui qui a le portefeuille et qui a les moyens d'acheter ta formation, qui est en mesure de prendre cette décision-là, en fait. Donc, tu te retrouves dans un espèce de double défi. Le défi, c'est que d'un côté, tu dois, oui, attirer l'attention des employés pour qu'ils voient que ta formation est bonne, tout ça, mais de l'autre, tu dois aussi leur donner les bons arguments pour être capable de convaincre le preneur de décision, la personne qui va vraiment prendre la décision d'acheter ta formation, de le faire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Versus le consommateur, bien sûr, lui, il peut prendre une décision un peu impulsive, là, de s'acheter sa formation sur le lettrage créatif, ce qui était mon cas d'ailleurs. Tu sais, tu la vois passer, t'es comme « Wow! » Ça a l'air tellement pertinent. Donc, il y a vraiment ce petit défi-là de plus. Puis ça t'oblige, en fait, à te créer. Moi, j'aime beaucoup le concept du client idéal. Là. Je sais que c'est un concept qui est très répandu en marketing, puis on a tendance, je pense, à mal l'utiliser, puis à penser que c'est pas important, alors que c'est tellement important. Puis pourquoi on pense que c'est pas important? Parce que tout le monde a le même client idéal. Là. Quand tu le fais au début, t'es genre, je sais pas moi, femme qui habite en banlieue, qui a des enfants, qui a un bon salaire et qui a entre tel âge et tel âge. Ça, c'est pas un client idéal. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que le client idéal comme un archétype, comme un personnage à qui tu vas t'adresser, à qui tu vas écrire, en fait, qui va te permettre vraiment d'écrire quelque chose qui est mieux ciblé, qui est plus personnalisé, avec des exemples qui sont concrets. Donc, quand tu écris en B2B, souvent, ça t'en prend deux. Ça te prend le preneur de décision, puis ça te prend l'employé. Puis c'est vraiment
une recherche d'équilibre, en fait, d'être capable de répondre à ces deux-là en même temps. Est-ce que tu leur parles dans le même canal? Oui et non. Évidemment, ça va dépendre en B2B, ça dépend beaucoup de la situation puis de la manière dont tu vends ta formation aussi. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'inbound, c'est-à-dire que les gens viennent à moi via mon contenu. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va pousser puis faire des téléphones là, ou envoyer des emails à froid. Ce n'est pas mon style. Mais quand tu fais du inbound, il faut presque que ta page de vente s'adresse à ces deux personnes-là en même temps, parce que finalement, tu ne sais pas qui va tomber sur ta page de vente. Tu sais, c'est très... dans cette façon de fonctionner-là, tu n'as pas le choix. Après, quand tu as des conversations avec les gens au téléphone, par courriel, sur LinkedIn, parce qu'ils t'ont écrit, parce qu'ils ont trouvé ça intéressant ce que tu fais, puis qu'ils ont envie d'en savoir plus, là, je pense que c'est vraiment important de prendre une minute avant l'appel ou avant le courriel ou quoi que ce soit pour réfléchir à qui je suis en train de m'adresser. Est-ce que je suis en train de donner des outils à quelqu'un pour convaincre quelqu'un d'autre? Auquel cas, mets pas trop d'énergie à convaincre lui, là, parce que tu vas perdre ton temps. Ou est-ce que je suis en train de m'adresser vraiment à quelqu'un qui est capable de prendre une décision? Puis, encore là, c'est intéressant parce que... Puis c'est la même chose pour les gens qui vendent des conférences en passant. Là, j'ai écrit des pages de vente pour des gens qui vendent des conférences. Les gens qui vendent des conférences ont tendance à faire une page de vente où ils décrivent leur conférence, à quel point elle est bonne, puis tout ce qu'elle va apporter aux employés. Mais on s'en fout. Ce qu'il faut que tu dises, c'est qu'est-ce que ça va apporter au manager d'avoir fait voir cette conférence-là à ses employés. Et c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça va m'apporter en tant que personne qui est un gestionnaire, qui a une équipe ou quoi que ce soit, que mon équipe suive ta formation? Ça, c'est les bénéfices pour moi. Je pense que quand on pense à notre page de vente la première fois, on a une idée générale. Là, on se dit, c'est ça le bénéfice de mon programme en ligne. C'est ça que les gens vont en retirer principalement. Puis moi, avec ma formation sur la persuasion, j'axais beaucoup ma page de vente sur la formation, justement, les modules, ce que tu vas apprendre, ce que ça va t'apporter d'apprendre tout ça, puis ce que ça va changer dans ta vie. Mais je me suis rendu compte. Maintenant, j'ai plus que 200 personnes qui ont suivi ma formation. Fait que je me suis mise à analyser un petit peu, tu sais, qui a des résultats finalement, qui suit la formation au complet, qui est-ce que je vois publier, qui est-ce que je vois leur style d'écriture évoluer, qui est-ce que je vois leur page de vente, puis je me dis « Oh my God, ils sont super bons! » Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Puis ce que j'ai réalisé, c'est que les gens qui binge-watch la formation au complet tout de suite après l'avoir achetée n'ont pas de résultats. Pratiquement jamais. En fait, c'est des gens qui ont une grosse curiosité intellectuelle, donc qui vont beaucoup raisonner avec moi là-dessus parce que, tu sais, dans ma formation, il y a beaucoup de références, etc. Je parle beaucoup de trucs scientifiques. C'est bien intéressant pour les gens qui aiment ça, tu sais. Puis ils vont la binge-watcher, puis ils vont triper, puis ils vont aimer ça. Mais j'entends plus parler d'eux après. C'est fini, ils disparaissent quelque part dans l'éther. Puis les gens qui ont eu le plus de résultats, les 20 personnes qui ont eu le plus de résultats sur 200 dans ma formation, c'est celles que j'ai faites comme « Oh my God », sont vraiment sur la coche, c'est les gens qui participent à l'aspect un peu plus participatif, justement, de ma formation. Dans ma formation, j'offre des cliniques sans rendez-vous où les gens peuvent venir montrer leur texte. Puis les gens qui viennent régulièrement aux cliniques sans rendez-vous, où tu viens quand tu veux, il n'y a pas de règles à respecter à ce niveau-là, mais les gens qui viennent régulièrement aux cliniques ont vraiment des meilleurs résultats, vraiment, là, et de loin. Je veux dire, ils s'améliorent beaucoup plus. C'est des gens pour qui c'est important leur contenu, qui veulent avoir mon regard de copywriter sur leur contenu, etc., etc. Donc là, j'ai refait ma page de vente au complet. Pourquoi j'ai refait ma page de vente au complet? Parce que par l'expérience, en interagissant finalement avec mes clients, puis en voyant c'est lesquels mes clients avec qui j'aime le mieux travailler, puis ceux qui ont les meilleurs résultats, ce que j'ai constaté, c'est que le plus gros bénéfice de ma formation, c'est pas la formation. Ce sont les cliniques, c'est le regard, les yeux d'une copywriter sur tes textes. Puis ça, c'est hyper intéressant, je pense, parce que ça va t'arriver, c'est sûr. Peu importe pourquoi tu es en train d'écrire, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ton hypothèse était probablement mauvaise, puis qu'il y a quelque chose qui apporte énormément de valeur à tes clients, à quoi tu accordais peu d'importance. De ton côté, tu ne voyais pas à quel point ça pouvait être la valeur centrale. C'est quelque chose que je vois vraiment souvent aussi avec mes clients, là. Tu sais, ils écrivent une page de vente, puis je leur dis, ben voyons, tu sais, la petite affaire que tu as mis là, il me semble que ça pourrait être gros comme ça, c'est super important, puis je pense que c'est normal de ne pas s'en apercevoir tout de suite. Je pense aussi que la persuasion, oui, c'est utile en amont, c'est-à-dire quand tu vas écrire ta page de vente, mais c'est aussi vraiment pratique par après, parce que un des gros challenges qu'on a, les gens qui vendent des formations en ligne, c'est, oui, OK, vendre nos formations, mais aussi donner des résultats aux gens avec ces formations-là. Parce que personne n'aime ça, là, vendre une formation puis qu'elle reste
elle prend la poussière quelque part là, sur Internet, puis c'est terminé. La personne qui l'a acheté la suit jamais. C'est vraiment quelque chose qui finit par nous préoccuper, je pense, quand on est là-dedans. Puis quand j'ai créé ma deuxième formation, Jamais trop cher, j'ai essayé d'appliquer mes principes de persuasion, oui, à mon marketing, mais aussi à mon programme en ligne. Je me suis demandé comment je peux faire en sorte que chaque module soit intéressant. Comment je peux faire des petits teasers à la fin de mes modules pour donner envie aux gens de regarder le prochain. J'ai vraiment traité, en fait, ma formation comme une bonne séquence de courriel. Puis ça a eu des bons résultats parce que je regardais mes stats, puis j'ai un taux de complétion de 75% sur les gens qui ont commencé Jamais trop cher, ce qui est pour mon record personnel, et j'étais très, très contente. Fait que, ouais, je pense qu'on a une responsabilité quelque part quand on commence à s'intéresser aux prises de décision, à la façon dont les humains font des choix, à donner tous les outils puis à mettre toutes les chances de leur côté de nos étudiants pour qu'ils fassent le choix d'avancer dans notre formation. Parce que c'est ça aussi, tu sais, oui, il faut les convaincre d'acheter, mais quelque part, il faut aussi les aider à se convaincre eux-mêmes de continuer puis de se rendre à la fin.